Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition. J'en fais pas souvent et je m'en excuse, mais je ne suis pas venu seul. Voilà, je suis venu avec mon compère de Virage Marseille, Eric Dimeco. Salut Romain, salut à tous. Merci de me recevoir du coup. Ça fait plaisir, Eric. C'est la première fois d'abord que je viens dans vos nouveaux locaux. C'est vrai. Et que je participe à ce genre d'émission, puisque bon, c'est des trucs de jeunes ça, la Twitch. La Twitcherie. La Twitcherie on dit. C'est comme vrai ça qu'on dit. Ah d'accord. C'est Jules qui dit la Twitterie, la Twitcherie. D'accord. On s'adapte et on s'incline. Bon, merci en tout cas de me recevoir. Devant Jules. Eric, on te retrouve bien sûr sur le Phocéen, puisque le replay de Virage Marseille est à chaque fois disponible. On t'entend beaucoup sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. On le distille ici et là. Tu es aussi musicien désormais. Donc évidemment, je rassure le chat, on va parler de l'actualité de l'OM. J'ai vu plein de messages surtout. Et on les salue. Mais on en profite aussi. S'il y en a qui ont des questions sur la musique, n'hésitez pas parce que c'est aussi ce cadre-là, ce format-là. On est dans l'actu brûlante, on t'entend. Dans le Moscato, dans Rotten sans flamme, dans Virage Marseille, mais tu es aussi musicien et tu vas être en concert là à Aix samedi. Oui, au Sismic donc ce samedi là, le 24, c'est une très belle salle et puis c'est surtout le dernier concert qu'on va donner dans la région avant 2 ans, voilà. Parce que là on est parti sur une tournée qui va nous amener à Paris, à Lille, à Bordeaux, tout au long de l'année. Et puis on arrive d'Écosse surtout, où on a vécu un moment extraordinaire, puisqu'on est allé à la source de ce qu'était Oasis. Vous avez fait Glasgow, Édimbourg. Voilà. Et donc on continue notre petit périple. Donc voilà, si vous venez nous voir, écoutez, on boira un petit coup après le concert, parce qu'on aime bien boire des petits coups avec le public après les concerts. Et puis pour les fans de foot, il se peut même qu'ils assistent il peut y avoir des surprises, oui. Il peut y avoir une belle retrouvaille, peut-être. Ceux qui sont venus nous voir à Glasgow, par exemple, puisque là-bas, il y a les Rangers et les Celtics, ont eu la chance de voir Ali McCoist, donc légende des Rangers, qui était dans l'assistance, puisqu'il est venu. Il a beaucoup hésité d'ailleurs entre le football et la poésie. Au dernier moment, il a choisi le football. Et John Collins, mon ancien coéquipier de l'AS Monaco, qui lui était une légende des Celtics. Voilà, donc c'est vraiment très sympa. Selon mes infos, ça sera pas... Ouais, remarque, vous avez été coéquipier en équipe de France, mais on vous a plus connu comme adversaire. Et peut-être vous allez vous retrouver à Aix, voilà. Oui. Voilà, on va dire ça. On n'en dit pas plus. Mais maintenant, vous êtes potes, et il est grande classe, et c'est un avis. Je trouve que c'est un super présentateur. Voilà. Ouais, et c'est un super mec, surtout. Et franchement, il m'a l'air, mais j'aimerais trop... Parmi les anciens footballeurs, comme ça, il y en a que tu as vu et tout... ça fait partie des mecs, je me dis, j'aimerais trop le connaître, alors que petit, je le portais pas dans mon cœur, forcément, parce que j'étais supporter de l'OM. Mais maintenant... tu auras peut-être l'occasion de boire un coup avec lui samedi soir. Je le trouve, écoute, ça serait avec grand plaisir. Allez, on regarde un peu des questions, j'ai vu passer un message, on nous a dit, est-ce qu'il faudrait que tu ailles mettre 2-3 claques aux joueurs Forcément. D'abord, ça marche pas comme ça. On ne se mettait pas des claques quand ça allait mal. Par contre, on pouvait se chauffer entre nous dans le vestiaire. Et puis, je suis pas sûr que le problème soit là. Moi, je vois pas un manque d'envie dans ce que je vois de l'OM cette saison. On parle de limite de cet effectif-là, peut-être même de manque d'équilibre ou d'incohérence par rapport aux différents coachs qui sont arrivés, voire peut-être manque de personnalité chez certains. Voilà, on parle de tauliers qui sont partis, on parle toujours d'Alexis, on parle toujours de Guendouzi, voire même un garçon comme Kolasinac qui, sur le terrain, donnait beaucoup d'impact et tirait les autres des fois vers le haut. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un gros manque de confiance en ce moment et que c'est plutôt un psy qu'il leur faut. Et d'ailleurs, Jean-Louis Gasset, hier, dans la conférence de presse, a plutôt insisté sur ce côté-là. Il a dit le psy, c'est moi. Voilà. Non, mais... et d'ailleurs, on connaît Jean-Louis Gasset plus pour son rôle d'adjoint de haut niveau qu'il a été, parce que justement, c'était le relais, il était souvent proche des joueurs, et c'était le relais avec le coach, c'est-à-dire c'est celui qui soignait les âmes, pendant que le coach, lui, était intraitable, et c'est pour ça que sa venue peut être intéressante à ce niveau-là. Après, est-ce que c'est le bon choix ? On va le voir assez rapidement déjà, dès demain.
Je regarde un peu là, il y a beaucoup de messages et je vous remercie à tous, hein, vous êtes très nombreux. Il y a BubuOM19 qui nous dit « Salut, est-ce que Monsieur Dimeco envisage une carrière en tant qu'entraîneur, directeur sportif ou président à l'OM ?» Non mais là je suis périmé. Hein. Non mais, écoute, je salue BubuOM et je sais que c'est un fidèle. Salut Bubu, ouais. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, et avec le chat aussi de Twitch, c'est que on voit que les supporters de l'OM se renouvellent tellement. Moi, cette question, en tant que supporter de l'OM, je te l'ai déjà posée, il y a quelques années, j'ai eu ta réponse, et depuis il y en a d'autres qui arrivent et qui se disent, tiens, pourquoi pas. Oui, non mais après, bon, d'abord j'ai 60 ans, donc je suis périmé. C'est une carrière, celle d'entraîneur, c'est une carrière qu'on embrasse à la fin de sa carrière de joueur. C'est-à-dire on commence à passer les diplômes, et puis surtout, c'est pas un métier par défaut, c'est une vraie passion. Et donc moi, tous mes copains, puisque la grande majorité des entraîneurs de Ligue 1, je les connais pour avoir été soit adversaires, soit partenaires, soit je les ai vus évoluer. Pour la plupart, on sentait qu'ils allaient devenir entraîneurs. Voilà, donc ça s'improvise pas, puis ça se fait pas surtout à mon âge. Voilà, donc bon, entraîneur, j'ai jamais voulu être entraîneur. Je le répète, je suis périmé. Et après, même dirigeant, même si je pense qu'il faut pas le faire trop tôt, puisque je l'ai été éphémère à l'OM, il faut pas le faire trop tôt après la fin de sa carrière, parce qu'il faut justement avoir un peu de recul pour comprendre les méandres et l'envers du décor du football. Et on le fait pas comme ça, alors qu'on n'est plus dans le foot depuis des années. Alors j'en parle tous les jours à la radio, mais ça fait pas de moi quelqu'un compétent pour être un dirigeant de haut niveau dans un club comme l'OM. Moi, je trouve là-dessus que c'est... Parce que j'ai revu passer quelques messages. Alors, évidemment, on trouve de tout sur Internet, mais récemment, sur certaines critiques, parce que tu es sans concession et tu es libre de dire à chaque fois ce que tu veux. Et je voyais certaines réactions de gens qui disaient « Ouais, Dimeco, il oublie quand il a été dirigeant, et du coup, maintenant, il critique. » Et je trouve qu'au contraire, c'est parce que tu as été dirigeant, parce que tu reconnais toi-même que tu n'as pas été forcément le meilleur dirigeant de l'histoire de l'Olympique de Marseille. D'abord, ça a été court. Et surtout, je le répète, ça a été trop tôt. C'est-à-dire qu'on m'a proposé d'être dirigeant. Il faut se souvenir un petit peu de l'histoire. Hein. Le club allait très mal. Il y avait eu la commanderie avec les voitures brûlées. Moi, je supervisais des matchs pour l'OM à l'époque. Et le président de l'époque m'a jeté dirigeant pour calmer un petit peu tout le monde. Et j'avais 35 ans. Yves Marchand, ouais. J'avais 35 ans, je venais d'arrêter ma carrière 6 mois avant. Et donc, tu n'es pas dirigeant quand tu viens de finir ta carrière de joueur. Ça n'existe pas. Il faut avoir des réseaux. Il faut déjà... ça se construit, une carrière de dirigeant. Voilà. Et donc, bien sûr, je suis allé dans le mur allègrement parce qu'en plus, on ne m'a pas mis là pour les bonnes raisons. Voilà. Donc, et puis, j'ai surtout vu que je n'étais pas fait pour ça. Maintenant... si il faut avoir réussi comme joueur pour parler de ce que les joueurs font, d'avoir réussi sa carrière de dirigeant pour parler de ce que font les dirigeants, voire avoir réussi sa carrière d'entraîneur pour parler de ce que font les entraîneurs, il n'y a plus beaucoup de monde qui parlerait de football et peut-être pas au Phocéen. Du coup, donc bon voilà, mais ceci dit, quand on est tous les jours dans les médias et qu'on ouvre sa gueule et qu'on dit aussi des bêtises, eh ben c'est normal qu'on se fasse taper dessus sans problème. Non, mais moi je trouve que ce qui est bien, et ça le montre aussi, il y a des gens comme toi en tant que consultant, comme Dugarry, que je trouve excellent aussi dans ce rôle-là. On sent que vous n'aspirez pas justement, et ce qui transpire dans vos propos, contrairement à d'autres, vous n'aspirez pas à prendre la place de un tel ou un autre. Vous avez votre vie et vous donnez votre avis et vous regardez juste en tant que passionné de ballon et ça se sent. Et c'est le gros problème des consultants dans le football en général finalement. Hein. Tu n'as une parole libre que quand tu n'entends rien de ce milieu-là. Je le répète, j'ai jamais voulu être entraîneur, j'ai jamais voulu être dirigeant. Et quand je parle, je donne mon ressenti avec mon background d'ancien joueur, mais sans arrière-pensée. Et moi, j'ai toujours du mal, par contre, parce qu'on les connaît, j'ai toujours du mal avec un consultant
qui a été entraîneur ou dirigeant et qui veut redevenir entraîneur ou dirigeant et qui donne son avis sur la Ligue 1, sur des équipes. Quand je l'écoute, j'essaie d'écouter ce qu'il y a derrière parce que du coup, sa parole n'est pas libre. Et donc, c'est pour ça que quand on nous tape dessus, il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire quelqu'un qui a la parole libre ou quelqu'un qui a des arrière-pensées pour revenir dans le milieu, voire pour prendre la place. Moi, quand je parle de l'OM et quand je critique le président de l'OM, par exemple, en aucun cas, je serai un jour président de l'OM. Voilà, donc il y a quand même, on a quand même un petit peu plus de, entre guillemets, liberté, voire de légitimité quand on fait ça. Celui qui parle ou qui critique quelqu'un pour prendre sa place, j'ai toujours un peu de mal quand même. Il y a Nvidia 3850 qui nous dit: que pense-t-il de l'absence de McCourt? Alors ça, c'est le gros problème du moment en réalité. Parce que tout le monde parle sur l'OM. Les résultats et la politique du club sont incompréhensibles pour la plupart des décisions qui ont été prises ces derniers mois. Et on a un actionnaire qui n'est plus là, on l'entend pas, et surtout on ne sait pas ce qu'il veut faire de ce club-là. Et là, ça pose un vrai problème parce que, connaissant la culture des Américains qui, quand ils se lancent dans le sport, c'est pas pour perdre de l'argent, au contraire, c'est pour en gagner là-bas parce qu'on peut en gagner beaucoup. Et quand on voit ce qui se passe au sein du club, on est obligé de se demander qu'est-ce qu'il fait là finalement. Alors on sait qu'il a récupéré le club parce qu'il avait d'autres ambitions dans la ville, que finalement ça s'est pas concrétisé pour lui, et donc on se rend compte finalement que le club végète au niveau sportif et il nous dit jamais rien quoi. Et nous, le président, on est content d'entendre parler le président, mais le président, ce n'est qu'un salarié de Frank McCourt. Et qui peut-être applique les ordres donnés par l'actionnaire en plus. Et donc à un moment donné, on a envie d'entendre cet actionnaire pour savoir ce qu'il compte faire de notre club, parce qu'on souffre, voilà, et on espère qu'il souffre lui aussi et qu'il a peut-être des solutions pour faire en sorte qu'on souffre moins. Y a pas mal de messages là un peu qui nous parlent aussi de Mehdi Benassia, et tu nous as dit juste avant que tu as peut-être embrassé cette carrière de dirigeant trop tôt. Moi, quand je t'ai écouté nous parler de cet exemple-là pour toi, et bien sûr même si chaque cas est différent, je me suis dit, est-ce que Mehdi Benassia, c'est pas un petit parallèle? Et là on a vu, bon, manifestement il a fait une erreur de timing et tout le monde lui tombe dessus là-dessus, mais Alors la différence entre lui et moi, c'est que lui, je crois savoir, ça fait combien qu'il a arrêté, Mehdi, sa carrière? Il a arrêté il y a 2-3 ans. 2-3 ans, donc déjà, c'est un peu plus ancien que moi, et de suite après, il a commencé une carrière d'agent. C'est-à-dire que quand on est agent, on a des relais dans des clubs avec des directeurs sportifs, avec d'autres agents, on est un petit peu plus dans le circuit que ce que moi, je l'ai été. Voilà, maintenant, si la question c'est est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour avoir autant de responsabilités pour lui, et quand on voit ce qui s'est passé dernièrement avec cette communication de dimanche que peu de personnes ont compris, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas exposé trop tôt? Est-ce que c'est pas un rôle trop important aussi rapidement? Mais après, on ne peut pas juger définitivement du travail d'un directeur sportif, voire d'un manager, sur une communication. Il faut quand même un peu de recul sur un ou deux mercatos, et après juger. Donc moi j'ai parlé de cet épisode-là factuellement sur la com, que j'ai trouvé malvenu, et assez même surréaliste par rapport à ce qui avait été déjà dit sur Jonathan Klaus, c'est-à-dire que là ça fait acharnement. Et alors en plus j'ai vu que le président Longoria en avait rajouté une couche hier. Donc là, j'avoue, j'ai hâte de savoir ce que ce gamin a fait pour mériter tout ça. Parce que je vis à Marseille depuis des années, j'ai vu passer des générations de joueurs, pas tous sérieux, et j'ai rarement vu un mec jeter en pâture comme ça. Voilà. Donc là, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. D'ailleurs, hier, mon propos, puisqu'on a parlé de cette histoire-là, c'était que Mehdi Benassia, lui, était plutôt un pompier de service qui essayait de récupérer des bêtises qui ont été faites sur la gestion du contrat de Jonathan Klaus, et qu'on l'a envoyé au feu. Et que du coup, c'est lui qui prend les coups.
parce que Jonathan Klaus va se retrouver à la fin de la saison dans sa dernière année de contrat. C'est-à-dire ce qu'il ne faut jamais faire quand tu as un joueur qui est international en plus. Et donc j'ai l'impression que là, on veut le pousser dehors à tout prix, alors que au niveau de la direction du club, on a peur peut-être qu'il aille jusqu'au bout de son contrat. Ce qui serait financièrement catastrophique. Et on envoie du coup Mehdi qui, lui, n'a rien à voir avec le contrat qui a été signé au feu. Bon, donc c'est ma thèse, mais elle est peut-être pas bonne non plus. Hein. Il y a beaucoup de questions. Merci à tous. Alors, il y a beaucoup de remarques sur Osiris. Il y a pas mal de gens qui t'ont dit, viens jouer. Est-ce que vous avez prévu de passer par Nancy? Est-ce que vous avez des concerts en Suisse? Voilà, j'ai vu pas mal de dates. Cette tournée internationale là, que tu nous as annoncée. Non, mais on va être en Savoie, que c'est pas loin de la Suisse. On est déjà allé pas loin de Nancy, puisqu'on est allé vers Besançon. Mais on va y retourner. On va essayer d'aller de partout. Voilà, rassurez-vous. Un jour, Osiris passera près de chez vous. Et il y a aussi des messages sur ta carrière de joueur. C'est ça, chacun a des questions un peu sur tout. Et il y a Mandanda77 qui nous dit Mandanda, qu'est-ce que le regrette, Steve? Pourquoi ne pas être resté en D2 en 95 pour aider le club comme Casoni ou Amoros? Alors, cette histoire-là... C'est la saison 94-95. Exactement. Cette histoire-là, en réalité, on me le reproche souvent sans savoir ce qui s'est passé, parce que je me suis rarement exprimé sur ça. Il faut savoir que moi, avant la fin de la saison 94, donc 93-94, j'avais prolongé mon contrat de 4 ans. Avec le club. Donc je comptais finir ma carrière au club. Sauf que j'apprends pendant que je suis en vacances que mon contrat est retoqué par la Ligue et que l'OM, en douce, dans mon dos, fait tout pour faire valider ce contrat. Et donc j'avais trouvé ça suspect. Et donc j'avais su que, puisqu'à l'époque tout le monde était vendu, souvenons-nous, oui. Alain Boxic avait été vendu au milieu de la saison et d'autres étaient partis, étaient vendus. Et donc j'avais appris que le club, puisque j'étais international à l'époque, et qu'il y avait l'Euro 96 qui se profilait, voulait me verrouiller mon contrat, parce que moi, à la limite, mon contrat n'aurait pas été validé, il suffisait qu'ils me disent « Bon, Eric, ton contrat n'est pas validé, on va trouver une solution pour qu'il soit validé, on ne fait que 2 ans, on me fait un truc. » Sauf que c'est pas ce qui s'est passé, puisqu'ils ont essayé de verrouiller mon contrat pour me vendre. Donc vous pensez bien que, quitte à partir, je préférais choisir ma destination plutôt que de partir dans un endroit que j'avais pas envie ou que je choisissais pas. Voilà la véritable histoire de cette période-là. Ouais. Et ça s'est passé comme ça, et donc tu as eu le contact avec Monaco, tu pars... En réalité, j'ai eu des possibilités d'aller et en Espagne et en Italie, sauf que pour raison familiale, je voulais pas partir trop loin de Marseille, donc Monaco avait été la meilleure solution. Et à l'arrivée, je le regrette pas, parce qu'on avait été champion en 97, parce que j'avais pu faire aussi l'Euro 96, parce que ne pas oublier que moi j'étais passé à travers toutes les compétitions finales en équipe de France, donc j'avais cet objectif-là aussi, et donc voilà pourquoi j'étais parti à l'époque. Hayley Bamfik nous dit « Dimeco aimerait-il faire sa propre émission ?» Alors, on me l'a proposé 2 fois. Ah, dis-nous tout. Qui ? Non, mais quand Luis Fernandez a arrêté son émission, on m'a proposé de prendre la suite. Et quand Dugas s'est arrêté, on m'a proposé de prendre la suite aussi. Sauf que moi, je participe tous les jours à une émission avec un gros rugbyman qui s'appelle Vincent Moscato. Il y a pas mal de fans du Moscato. On n'est plus une équipe de boulot, on est devenu une famille, quoi. Moi j'ai toujours aimé, c'est un peu l'histoire de ma vie finalement, puisque j'ai toujours aimé être en avant ne m'intéressait pas. Je préférais être dans un collectif fort et sympathique que d'être la vedette d'une émission qui gagne pas ou qui est pas, ou que je sens pas, ou ou d'une équipe qui marche pas. Donc donc j'ai pas eu envie de quitter mes copains du Moscato Show, parce que ça marche bien d'abord, et parce qu'on est très potes, et que pour moi c'est ma conception de ce métier-là, c'est le plaisir. Donc et puis il
il y a des gens qui font bien le job, puisque Dugas a récupéré l'émission après Louis, et ça s'est super bien passé. Jérôme Roten a récupéré l'émission après Dugas, et ça se passe très bien. Alors ça se passe très bien, je te cache pas qu'il n'est pas super bien apprécié dans le chat. Qu'il soit pas apprécié des Marseillais, ça c'est... moi, je suis pas apprécié des Parisiennes des fois, donc c'est l'histoire de la vie et des médias. Mais je participais à l'émission avec Dugas, je participe à l'émission avec Jérôme, on se fight, des fois c'est même très chaud. Des fois même on se boude, mais voilà, c'est toujours, l'esprit est toujours là. En tout cas, on sait que on est là pour défendre nos positions aussi. Et puis il y a le Casar enchaîné à 18h45 qui t'épargne pas. Oui, mais moi ça me fait rire. Alors il me fait pas toujours rire, Julien, parce que des fois il m'énerve, mais des fois il me fait beaucoup rire. Il y a eu quand même 2-3 imitations bien senties. Ouais, non, mais quand il se moque de moi, non, ça me fait rire même. Non. Mais par contre, il y en a beaucoup qui relèvent, tu nous parles de cette aventure collective du Moscato, El Julian notamment, qui nous relève quand même que tu te fais pas mal voler au Kikadi. Oui, ça c'est devenu, là il va falloir qu'à un moment donné, le CIO, je pense que le CIO va s'en mêler, parce que là ça commence à faire trop, et puis surtout tout le monde le remarque. Donc je suis devenu l'homme à abattre dans ce jeu que j'ai porté au pinacle, et voilà, quand on a été trop fort à un moment donné, on se fait toujours châtier. Il y a eu aussi, alors il y a forcément Mika qui nous met un Nikomo Casar. Oh là là, forcément il faut prendre un peu de. Ah mais moi je me suis déjà chauffé avec lui, je me suis déjà disputé. Parce que le comique de répétition, ça va un peu, mais des fois c'est un peu lourdeau. Alors moi, quand il m'attaque, moi je m'en fous. Quand il attaque le club un peu trop, ça me gonfle des fois. Mais pour le connaître, dès qu'il va voir, et je l'ai vu en vrai, dès qu'il voit une susceptibilité chez quelqu'un, il enfonce. C'est pour ça que d'ailleurs souvent quand je suis à l'antenne avec lui, qui fait des vannes insupportables, je réagis pas, parce que si je réagis, ça va être encore pire derrière. Donc j'ai compris comment il fonctionnait depuis un moment. Je fais comme si ça m'intéressait pas, comme ça je me dis il va passer à autre chose. Voilà. On salue Nico Jamin qui a eu le tort de mal prendre ses premières imitations et qui s'en est mangé pendant 15 jours. Maintenant, ça y est. Ouais. C'est un scandale. Il va pas le lâcher. Il y a eu pas mal de messages aussi, et je t'en parle parce que quelque part, en tant que Marseillais, on est tous touchés. Il y a eu forcément des Eric, tu as forcément un avis sur l'Arabie Saoudite, est-ce qu'on va être racheté, tout ça. Et moi, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue en tant que surtout Marseillais. Surtout qu'il a changé. De quoi, l'Arabie Saoudite ? Mon avis sur l'éventuel rachat par un pays du Golfe, je t'écoute. Arabie Saoudite ou d'autres. Moi, mon avis au départ, en regardant ce qui se passait à Paris, c'est-à-dire un club malgré tout qui perd son identité, où on parle aujourd'hui d'un club qui pourrait partir du Parc des Princes, avec des propriétaires qui ont beaucoup d'argent mais qui font n'importe quoi, et qui même à un moment donné ont sorti les supporters du stade. Moi ça me pose un problème. Ça me posait un problème, et je me suis dit il ne faut pas vendre son âme au diable, et le diable il peut être d'un pays du Golfe ou des États-Unis, puisque là on a un propriétaire américain qui vient jamais. Donc, et malheureusement, il ne nous fait pas gagner. À la limite, on accepterait de jamais le voir s'il nous faisait gagner. Et donc, j'avais un problème par rapport à ça. Un vrai problème, c'est-à-dire que il y a plus surtout à mes amis supporters du PSG, comme Pierre Dorian, qui est au Moscato Show, souvent je lui disais, putain, mais... Parce que lui, il souffre des fois aussi de cette perte d'identité. Sauf qu'il me dit... Mais moi, malgré tout, on a une équipe de fous. Enfin, ils ont eu des équipes de fous. Et j'ai un copain marseillais, Jean-Michel, qui fait des superbes bagues, là, Marie-Léne of Mars, qui récemment, il m'a dit, mais ce club et cette ville, même des investisseurs qui ont beaucoup d'argent et qui ont des envies de grandeur, ne pourront pas tuer l'identité de ce club-là et de cette ville-là. Chez nous, ça passera jamais. Et c'est vrai qu'il m'a convaincu. C'est vrai qu'il m'a convaincu que on pourra jamais faire n'importe quoi avec ce club-là, parce que les supporters sont une force vive, parce que l'OM n'est pas qu'un club de football en ville, c'est un vecteur social que les politiques surveillent particulièrement. Et il m'a convaincu en me disant, tu verras, même si c'est un investisseur qui a beaucoup d'argent et qui fait des trucs, ils pourront pas faire n'importe quoi avec l'OM. Et c'est vrai qu'il m'a convaincu. Donc aujourd'hui, je me dis, comme lui, et comme beaucoup, je me dis, tant qu'à faire, autant avoir un investisseur qui a beaucoup d'argent et qui nous fait rêver,
quitte à avaler quelques couleuvres, il ne pourra pas vendre notre âme. Voilà, c'est ma réaction. Mais j'ai changé. Et peut-être que des gens qui nous écoutent pensent comme je pensais au départ. C'est-à-dire, on ne peut pas vendre notre club à n'importe qui. Mais bon, quitte à vendre à des étrangers, puisqu'il y a plein d'étrangers, et on a un investisseur étranger aujourd'hui, autant que ce soit un investisseur qui a beaucoup d'argent et qui nous fasse rêver. Et je te disais ton point de vue en tant que Marseillais, parce que tout le monde a toujours en parle, ce truc et tout, cette fascination. Tu as toujours des gens te dire « Ah ouais, l'Arabie Saoudite ». Tu en avais quelque part été victime. Il y a 2 ans, quand tu avais présenté le nouveau maillot de l'OM, les gens s'étaient dit eh ouais, s'ils ont convoqué Dimeco pour faire le maillot, c'est que ça sera le nouveau président. Je trouve de tout. Il y avait toujours des théories. Non. Ah oui, c'était rigolo d'ailleurs. D'ailleurs, Puma avait bien joué le coup, puisqu'il y avait eu un teaser où c'était parti dans tous les sens, alors qu'on m'avait juste demandé de présenter le maillot, parce que la pub était sympa d'ailleurs, avec un petit gamin à qui on transmet la passion de l'OM. Et voilà, donc j'étais là juste pour faire acteur. Qui a beaucoup morflé depuis ce petit gamin. Du coup, il a vu des matchs, il a vu des Annecy, des Panathinaikos. Il a 2 ans, il a déjà, malheureusement. Mais par rapport justement à ce truc de l'Arabie Saoudite, je suis convaincu que tu dois voir des discussions, tu vas boire le café le matin, il y a des amis. Il y en a qui sont totalement fous parce qu'ils sont absorbés par ça, qui se disent, qui ne voient en fait l'OM que par ce prisme-là, alors que nous, on est toujours dans les compositions d'équipe, le football, le jeu. Oui. Ben, c'est surtout quand ça marche bien. Période Sampaoli, tu dors, tu es en haut du classement, tu as un objectif élevé, tu l'atteins pas, mais tu es gardé sous pression tout au long de la saison. C'est un sujet de conversation qui revient un peu moins quand je vais boire le café le matin. Quand ça va mal, c'est vrai que là, de suite, tout le monde se dit mais pourquoi il ne vend pas ? Mais pourquoi on n'a pas un propriétaire qui a beaucoup d'argent ? Il faut savoir que ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et que, malgré tout, si ça doit arriver, ça arrivera. Et on en parle trop pour que ça arrive. Il faut se souvenir que la vente... à l'actionnaire, M. McCourt, c'est passé du jour au lendemain sans qu'on l'ait vu venir, si tu te souviens bien. Ah oui. On l'a pas vu venir, celui-là. Tout le monde pensait que c'était Gérard Lopez qui tenait la corde. On l'a pas vu venir. Donc, pour que ça arrive, peut-être qu'il faut pas trop en parler et qu'il faut regarder ailleurs. Voilà. Et puis, est-ce que c'est la solution ? C'est facile de dire toujours il faut vendre le club ou il faut acheter le club, mais ça coûte des sous, un club. Et puis, ça coûte des sous surtout à tous les ans, un actionnaire jette de l'argent par les fenêtres, quoi. Il faut le savoir. Il y a beaucoup de questions aussi sur Christophe Galtier. Alors, il y en a qui nous demandent, on va dire de manière positive, tiens, il y a Boyd 9313 qui nous dit « Est-ce que tu sais si ça sera le prochain coach, comme vous êtes amis ?» Et il y en a d'autres qui, du coup, disent « Ouais, mais... » qui était un peu plus vindicatif, qui nous disait tout à l'heure « Ouais, mais tu donnes... Tu critiques un peu tout ça, mais... » en disant que tu n'as pas d'intérêt, mais quand même, tu aimerais bien voir ton copain devenir entraîneur, là, forcément. Là, c'est pas pareil. C'est surtout que j'ai jamais caché. On a été formés ensemble, donc on a commencé ensemble. C'est la réalité, tout le monde le sait en plus. Voilà. Après, moi, quand je donne mon avis sur Christophe Galtier, c'est parce que je pense que ces dernières années, puisqu'il a été contacté par le club 2 fois sur, peut-être même 3. Il y a des moments même qu'on ne peut pas imaginer. Donc si il a été contacté déjà 2 voire 3 fois, c'est qu'à la tête du club, on a un président qui pensait, et qui doit peut-être penser encore aujourd'hui, que c'est la meilleure solution pour entraîner l'OM. Et il se trouve que cet entraîneur, qui est mon pote, a eu des résultats de partout où il est passé, au-delà même peut-être de ses espérances. Quand il est champion avec Lille, c'est un exploit du football à l'époque. Et quand on se PSG-là, et surtout avec cette équipe-là qui devait descendre l'année d'avant et qu'il sauve, ou 2 ans avant, c'est un véritable exploit. Quand il maintient Saint-Etienne et qu'il les amène en Coupe d'Europe et qu'il gagne une Coupe de la Ligue, c'est une Coupe de la Ligue qui gagne, une Coupe de France, c'est une Coupe de la Ligue. Il gagne une Coupe de la Ligue, ouais. Voilà, donc c'est un exploit aussi. Voilà, donc si on met en doute ses compétences, là j'ai un problème, oui, et pas que parce que c'est mon pote. Non, mais il y en a pas mal qui disent, en gros, tu proposes que Galtier, enfin voilà. Non, moi je me pose. Non. Quand je parlais de Galtier, c'est parce que je savais que le club l'avait contacté. Donc j'en parlais naturellement. Et là, puisqu'on peut parler de ce qui se passe aujourd'hui, l'OM va être en recherche d'un entraîneur à la fin de la saison. Et donc on en parlait encore lundi tous les deux sur Virage Marseille.
quand tu vires un entraîneur au mois de février, soit tu prends la solution interne à Bernardino, Papin, qui fait des miracles avec la réserve, soit tu fais la transition avec ces coachs-là, soit tu prends déjà un entraîneur pour l'année prochaine, comme Sampaoli avait fait. Et si tu prends Jean-Louis Gasset, et que tu nous expliques que c'est pour 3 mois, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un entraîneur qui vient pour préparer le terrain la saison prochaine, un autre entraîneur qui le connaît bien, avec qui il pourrait travailler? Et du coup, on peut penser à Christophe Galtier, on peut penser à Laurent Blanc. Voilà, c'est la question que je me posais. Parce que je sais que les dirigeants de l'OM, dans le choix d'un futur entraîneur, vont avoir à un moment donné en tête Christophe Galtier. Oui, et après on peut faire le débat pour savoir si, est-ce que quand tu as été entraîneur du PSG, tu peux devenir entraîneur de l'OM 2 ou 3 ans après. Ça peut être un débat. Moi, je faisais partie de ceux, à l'époque, qui disaient que c'était trop tôt quand on a parlé de lui, après Marcelino, par exemple. C'était compliqué de passer du PSG à l'OM. Là, peut-être que ça se réfléchit. Voilà. Et je vais même plus loin. S'il y a une majorité des supporters qui l'accueilleraient mal, je serais le premier à lui dire ne viens pas dans cette galère, quoi, parce que j'ai pas envie de voir mon pote maltraité. Voilà. Mais je renie pas un ami. Parce qu'il a été pendant un an entraîneur du PSG, quoi. Enfin, et puis j'espère que l'amitié, c'est autre chose que ça. Ouais, moi je te cache pas qu'en tant que Marseillais, j'ai du mal à en vouloir à Galtier d'avoir accepté d'entraîner ce PSG-là. On savait qu'il était sur la fin de Nice. Donc entre le chômage et tu tentes ta chance avec Messi, Mbappé. Moi, je pense que c'est. On ne sait jamais. Surtout que, je veux dire. Tu peux pas dire non, mais bon, après il y a des supporters qui pensent qu'il aurait pu dire non. Ou en tout cas que s'il a dit oui, il peut plus dire non à l'OM. C'est une chance. Mais ça s'écoute aussi. Imaginons, tu es coach. Moi je joue à Football Manager. Si je reçois une proposition du Paris Saint-Germain et que je me dis si je fais une bonne saison avec le Paris Saint-Germain, derrière je peux aller coacher le Real Madrid, Manchester United, machin. Enfin, ça te donne une exposition. Et là, tu as un matos. Non, mais après. Donc il a tenté, il s'est totalement manqué. Ouais, il s'est totalement manqué. Après, il est arrivé, il y a beaucoup de suiveurs, justement, qui ont une voix qui porte, qui lui avaient savonné la planche. Parce qu'on a oublié des 6 premiers mois qui sont plutôt bons, voire très bons. Hein. Et c'est après, avec toutes les histoires qu'il y a eu, qu'il a un peu plongé. Là où c'est un fiasco, c'est le côté Messi qui quitte l'entraînement avant la fin, tout non, ça. Non, mais juste pour finir avec ça, ne soyons pas dupes. Quoi qu'il arrive, il y a un président qui va faire un choix, et son choix, ça peut être Christophe Galtier. Voilà, et il ne va pas demander la permission aux supporters. Certains seront contents, certains seront déçus. Certains l'accueilleront bien, certains l'accueilleront moyennement bien. Mais il n'y a qu'une chose qui va faire que son passage va être calme ou non, hein, c'est les résultats. Hein. Ne soyez pas dupes. Hein. Il fait une Tudor, c'est-à-dire qu'il gagne les 10 premiers matchs, je ne sais plus combien il en avait gagné, Tudor. D'un coup, c'est bizarre, mais on n'entendra plus les critiques et tout le monde le trouvera génial. Et par contre, s'il se viande sur les premiers matchs, ça va être compliqué pour lui. C'est quand même un peu l'histoire du foot, finalement. Et tu nous as parlé de Papin qui avait de bons résultats. Il se dit qu'il a été un peu échaudé de ne pas le voir. C'est vrai que de fait d'appeler Jean-Louis Gasset, on aurait pu confier ça à JPP. Lui, ça se... Quand tu te dis c'est Jean-Louis Gasset, tu t'es pas dit tiens, tant qu'à faire, on aurait pu avoir Papin ou il est engagé dans une mission en réserve. Mais non, mais on l'a dit ensemble lundi, donc là c'est facile, on parle tous les jours, donc on en dit des conneries, puis des fois on dit des trucs sensés, mais je répète, on pouvait passer à la solution interne, et surtout que Jean-Pierre, lui, récupère une équipe une équipe réserve qui est dernière, qui gagne pas un match, qui joue pas particulièrement bien. Il arrive, il gagne ses 3 premiers matchs. Là, il a encore gagné le week-end dernier. Et on connaît tous les deux des gens qui suivent la réserve régulièrement. J'embrasse Didier, mon banquier, qui va voir les matchs de réserve. Et il m'a dit, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est le jour et la nuit. Individuellement et collectivement, les jeunes, en plus qu'ils gagnent, ils ont fait des progrès. Voilà. Et puis Jean-Pierre, c'est pas un mec qu'on vient de jeter à l'entraînement depuis 3 mois. Il était monté avec Strasbourg. Je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Il a été obligé de partir parce que justement, peut-être qu'il y a eu un désaccord sur ce que lui voulait faire derrière. Mais quand tu es entraîneur de 2e division, que tu montes en 1re division, c'est que tu as 2 ou 3 qualités. D'après moi, voilà. Derrière, il est allé à Lens dans un cimetière parce que Giroud, il prend la suite de Giroud et puis il avait plombé le club et c'est lui qui a morflé derrière. On ne juge pas définitivement quelqu'un comme ça. Et surtout,
on a eu quand même Nasser Larguet comme entraîneur, on en a eu des entraîneurs de réserve qui montent, on en a même un à Lyon en ce moment qui est en train de les sauver, qui était même pas entraîneur, je crois qu'il était directeur du centre de formation. Il était entraîneur ou directeur du centre de formation? Oui, il a eu un parcours, il était adjoint d'Habib Bey au Red Star. Il a été adjoint et après il était style directeur du centre de formation. Je me demande s'il était même pas entraîneur de la réserve, il était directeur du centre de formation, me semble-t-il, ou peut-être qu'il entraînait aussi là. Et qui a été projeté du jour au lendemain en équipe première et qui est en train de les sauver. Donc je me dis, la solution interne aurait, avec un ticket Pancho JPP, ça aurait pu faire la maille pour finir la saison. En pensant qu'un nouvel entraîneur allait arriver l'année prochaine, ou qu'ils font des miracles pendant 3 mois et on leur donne leur chance. C'est l'histoire du football, ça. Faire venir un entraîneur de l'extérieur pour faire 3 mois, je ne sais pas si ça s'est vu beaucoup. Et c'est pour ça que moi, mon raisonnement, c'est il ne vient pas que pour faire 3 mois, il vient pour travailler sur l'avenir avec quelqu'un peut-être qui connaît bien. Voilà, mais peut-être que je me trompe aussi. C'est mon avis aussi. Et puis c'est aussi la fin de cette émission. Merci Eric, on t'a entendu sur plein de sujets. C'est génial, ça va vite là, c'est bien de réagir au truc là. C'est dynamique et puis surtout on aurait pu faire une heure là. C'est sympa. Non, écoute, je regarde un peu. On nous parle d'Habib Bey aussi. C'est vrai qu'il fait du très très bon boulot. Mais Habib, c'est pareil. Après, le débaucher, ça aurait été compliqué parce qu'il est en train de faire une belle saison, un débauchement d'entraîneur en milieu de saison. Mais un jour ou l'autre, c'est un entraîneur qui va attiser les convoitises de beaucoup de grands clubs. Je rassure Toto Angel, 26, qui me dit « Et toi, Romain, tu reviens quand sur RMC » Il va avoir des générations after. Là, il y a les semaines de Coupe d'Europe, donc il n'y a pas trop d'émissions de génération. Ah oui, j'allais te poser la question d'ailleurs. C'est vrai que mais c'est un moment que je n'ai plus entendu. C'est vrai, mais ça va revenir. Il faut monter, il faut prendre les trains. Pour tout vous dire, la dernière fois, il y avait une sur Paris, c'était pas l'éclate de prendre des trains et compagnie, donc ça devenait un peu compliqué. Donc ils ont préféré appeler quelqu'un déjà sur place, qui a été malmené par Frédéric Antonetti dans le Big Five sur Canal, si vous avez la référence. Tu me raconteras du coup. Et sinon, il y avait pas mal de messages qui nous disent, qui te remercient. Ils disent « Tu reviens quand tu veux, Eric, tu es chez toi dans cette émission. » C'est bien, moi je ne connais pas trop ce support là, mais c'est génial de pouvoir répondre aux questions directement là. Parce que des fois, les auditeurs ou les téléspectateurs ont des meilleures questions que les journalistes. Hein. C'est pas faux. Non, tu as tout à fait raison. Eric peut-il nous faire la pub de son groupe Osiris en anglais? Hope. Oui. I hope you come nombreux. Hein. Tu sais que j'en ai fait une là en Écosse qui va sortir sur les réseaux sociaux parce que c'est merveilleux. C'est merveilleux quand je mélange l'anglais et le français. Et alors en plus, je me force pas du coup. Voilà. I hope you come nombreux. Nombreux. Voilà, on va garder ça. Saturday. I hope you come nombreux. Regardez, on a l'affiche d'Osiris au Sismic avec Axel, qu'on salue, ton chanteur du groupe, un supporter. Qui vous suit, il suit le Phocéen, il suit tout le monde, Axel. Un gros supporter de l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que le parallèle est un peu à s'y méprendre avec Oasis. C'est une très très bonne trouvaille que vous avez fait. Merci de nous avoir suivis. Et donc, rendez-vous ce samedi au Sismic à Aix pour le concert d'Osiris. Salut à tous.